Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vous laisse prendre place petit à petit. On vient de démarrer. Hop, cliquez sur le bouton démarrer l'événement, 11h30. Bienvenue. Donc, n'hésitez pas à prendre possession du chat et nous faire un petit coucou. Je vois doucement les... Voilà, je vois doucement tout le monde un peu arriver. Je me disais, oula, c'est bizarre, je vois personne qui nous dit bonjour dans le chat. C'est bon, ça y est, tout est en place. Bienvenue, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sonia Rive, la fondatrice de l'Annuaire QVT, un collectif dans le milieu de la qualité de vie au travail qui essaye d'œuvrer pour améliorer la QVT en France. Donc bienvenue, je suis accompagnée aujourd'hui d'Émilie et Caroline. Je vous les présenterai juste après que tout le monde soit bien installé. Voilà, on est aujourd'hui ensemble jusqu'à 12h30. Je fais très attention au timing, ça sera 12h30 pétante. Pour tous ceux qui avaient l'habitude de regarder les webinaires de l'Annuaire QVT, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et pour tous les autres qui sont là pour la première fois sur les webinaires de l'Annuaire QVT, eh bien, enchantée et bienvenue. Je suis ravie que vous soyez tous là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet des aidants, aider les aidants dans l'entreprise, par quoi commencer. Apparemment, c'est un sujet qui a bien plu parce qu'on a eu beaucoup d'inscrits aujourd'hui sur ce webinaire. Donc on va tâcher à vous apporter tout le contenu, les outils, des bonnes pratiques à mettre en place. Donc avant de plonger dans le sujet et de donner la parole à mes invités du jour, je vous explique juste quelques petites règles de webinaire. Donc, tous les micros et les vidéos des participants, je suis navrée, mais ils sont coupés. On est beaucoup trop pour pouvoir avoir tous les vidéos et les micros. Par contre, vous avez un petit chat à dispo, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits messages. On a un super modérateur, Alexandre, que je vous présenterai tout à l'heure, qui est là pour lire vos messages et répondre s'il y a un petit problème technique ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous êtes, ça nous fera voyager en même temps. Donc allez-y, utilisez le chat. Il faut savoir qu'on va être dans un format de webinaire type table ronde virtuelle avec les invités du jour. Donc on va avoir 40 grosses minutes d'échange entre nous. Je vais animer un petit peu ces échanges-là. Et on vous garde 15 minutes à la fin pour répondre à des questions en direct avec les invités. Donc, si vous avez la possibilité si vous voulez poser des questions dans le chat, allez-y. Il y a un onglet questions prévu à cet effet-là. Donc, on garde vos questions sous le coude et on y répondra à la fin. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, vous nous mettez un petit OK dans le chat. Ça montrera bien que tout le monde a bien compris toutes les règles. Et dans ce cas-là, on y va. Voilà, il y en a même qui mettent des pouces, des émoticônes. C'est génial. Vous avez tout compris. Donc, aujourd'hui, qui est là? Je vais faire pas la gentleman, mais la gentlewoman. Et on va parler de l'homme de l'ombre en premier, ce qui est Alexandre Eriani, le fondateur d'Epigessence et qui est membre de l'Annuaire QVT, qui est là pour modérer le chat, justement. Donc, Alexandre nous fait un petit coucou. Merci d'être là. Merci de jouer collectif, Alexandre. C'est génial d'avoir répondu présent pour occuper ce rôle-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'ai forcément invité 2 personnes incroyables pour parler du sujet des aidants aujourd'hui. Alors là, on ne la présente plus parce que dans le monde des aidants salariés, elle est connue comme le loup blanc. Je veux parler de Émilie Wade. Bonjour Émilie. Donc Émilie, Émilie, ton micro est coupé. Oui, bonjour. Émilie elle fait partie de l'entreprise Merck France. Elle est responsable du développement durable, RSE et tellement d'autres actions sont sous sa responsabilité, notamment toute la partie des aidants. Donc, merci d'être là, Émilie. Et également, on a Caroline Potier, qui est consultante chez Nivalis, un service social du travail externalisé et également membre de l'Annuaire QVT. Bonjour Caroline et merci. Bonjour Sonia, bonjour Émilie. Bonjour. Donc, on va rentrer dans la thématique
du jour, aider les aidants dans l'entreprise, par quoi commencer? Et j'ai envie de vous dire que c'est un sujet quand même assez touchy, parce qu'un sujet plus que RH, finalement, c'est un sujet sociétal actuellement, et qui forcément impacte les RH et la stratégie des entreprises. Sans plus tarder, parce que je vois que le temps file, on va poser une question à Caroline qui va un petit peu remettre les choses dans le contexte, et on va lui demander à Caroline de quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'aidants salariés, salariés aidants d'ailleurs, aidants d'entreprise, proches aidants. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu toutes ces définitions, s'il te plaît? Alors, je laisse bien évidemment Émilie aussi compléter et me corriger si besoin, mais moi, je distinguerais surtout deux choses différentes. Donc, il y a la notion aidant familial, proche aidant, qui va être très, très large. Donc, c'est le fait d'accompagner, de soutenir un proche dans ses difficultés de santé, de handicap, de dépendance. Et il y a la partie un peu plus spécifique dont on va parler aujourd'hui, qui est les aidants en entreprise, aussi appelés salariés aidants, qui, eux, sont des actifs, des salariés qui vont avoir une activité professionnelle et vont conjuguer par ailleurs leur statut d'aidant et leur mission d'aidant par ailleurs. Donc voilà, il y a cette petite nuance-là. En tout cas, voilà, il y a les aidants familiaux, proches aidants, c'est vraiment beaucoup plus large. Et ensuite, il y a ceux en entreprise et qui, du coup, doivent joindre les deux au quotidien. Oui, c'est ça, exactement. C'est la difficulté, en fait, de l'aidant en entreprise, c'est la flexibilité entre ses responsabilités professionnelles et ses responsabilités personnelles du fait de l'accompagnement de son proche. Je rajoute que quand on dit aidant, on a tout dit et rien dit à la fois, parce qu'il y a autant d'aidants que de femmes ou d'hommes. C'est-à-dire qu'entre un aidant d'un enfant malade ou en situation de handicap, un aidant de personnes vieillissantes ou un aidant de conjoint accidenté ou malade, et parfois même, il y a des aidants sandwich, voire les aidants 360 qui ont tous les cas de figure à la maison. Voilà. Et alors, actuellement, parce que c'est aussi une question qui revient souvent, il n'y a pas vraiment, de statut, de certificat, d'attestation autour de l'aidant familial. Et comme disait Émilie, ça regroupe tout un tas de configurations et de situations complexes. Il y a quand même 2 lois qui ont principalement introduit cette notion-là et qui l'ont un peu, pas réglementé, mais en tout cas qui l'ont un peu commencé à le mettre dans différentes lois. Donc il y a celle de 2005 relative au handicap qui a commencé à introduire la notion d'aidant, et on le voit aujourd'hui notamment au niveau des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, qu'il y a toute une partie sur les aidants familiaux qui sont pris en compte aussi dans le quotidien des personnes en situation de handicap. Et ensuite, ça a été rajouté et étendu notamment avec la loi du 28 décembre 2015 sur le vieillissement de la société des personnes plus dépendantes avec l'âge, autour de la notion de proche aidant. Ils ont rajouté cette dimension-là. Et comme le disait Émilie, c'est vrai que ça regroupe un aidant familial, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant ou un ascendant, ça peut être un parent, ça peut être aussi quelqu'un de proche, typiquement, ça peut être un voisin qui aide une proche voisine, mais au quotidien pour les courses, la pharmacie, les médicaments, etc. Donc, c'est assez large, mais ce qu'on retient, c'est qu'il peut y avoir une problématique de handicap, de dépendance, de maladie chronique ou de dépendance liée à l'âge, et il faut, en tout cas, il y a une certaine pérennité, chronicité de cette aide au quotidien, et voilà, voilà ce que je pouvais dire. Oui, donc un aidant, c'est pas forcément quelqu'un qui va aider sur une période temporaire parce que son conjoint, par exemple, est hospitalisé pour une opération sur une courte durée. Hein. On est d'accord. Non, c'est plus la chronicité, et c'est pas non plus quand on a des difficultés de garde pour un enfant ou quand on a un adolescent qui est un peu turbulent, c'est pas ça. Et ce que je rajoute aussi, parce que ça c'est peu connu, mais la majorité, une bonne partie des aidants en France sont des aidants longue distance. D'accord.
Donc, il y a la difficulté aussi d'être aidant d'un proche qui est dans une autre région, voire à 200 kilomètres de chez soi. Et ça paraîtrait être plus facile puisqu'on n'a pas à s'en occuper tout le temps, mais c'est plus complexe parce que du coup, on devient un expert de l'assistance à distance et c'est loin d'être évident de faire confiance aux personnes qui s'occupent sur place, d'avoir la traçabilité, d'un point de vue charge mentale et stress, angoisse, c'est beaucoup plus complexe. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a justement... Oui, pardon, Caroline. Oui, enfin, pour poursuivre ce que dit Émilie, c'est vrai que notamment faire toutes les démarches à distance, c'est extrêmement compliqué. Et puis l'importance aussi, mais ça on en reviendra un petit peu après, c'est de trouver les bons interlocuteurs, les bons relais, si possible, à proximité, mais c'est pas toujours évident, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et est-ce qu'il y a justement quelques chiffres qui viennent, qui montrent un peu la part de la population qui est aidante aujourd'hui dans le monde du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir à ce niveau-là? Est-ce qu'on est dans une pleine croissance des aidants? Ouais. Tout à fait. Du coup, c'est vrai que j'ai cherché 2-3 chiffres à te donner là pour ce matin. Donc, en 2019, la Fondation April, qui fait régulièrement des études à ce sujet, comptait environ 11 millions d'aidants familiaux, donc la définition large que je donnais au début, soit un Français sur 5. Bon, cette proportion va encore grandir dans les années à venir, on le sait. Et puis, encore une fois, la Fondation April et BVA ont refait aussi une étude en 2021 qui indiquait que 2 aidants familiaux sur 3 sont actifs. Bon, après, ça regroupe, ça peut être des indépendants, libéraux, etc., mais aussi des salariés. Et donc, parmi ces 2 aidants sur 3 qui sont actifs, 54% sont salariés. Donc, voilà, tout ce que disait Émilie sur les enjeux en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, et en plus à distance, ça peut être compliqué, en effet. Ouais, donc oui, Émilie? Si je peux rajouter juste un petit chiffre, Merck, on a fait une étude, parce qu'on est très engagé au soutien des aidants, on a fait une étude en 2021 auprès de 3500 aidants bénévoles à travers le monde dans 12 pays. Si je prends simplement les chiffres en France, sur les 759 aidants qui ont été interviewés en France, on a observé une augmentation de 14% à cause du Covid. Donc, il y avait déjà beaucoup d'aidants, comme Caroline le dit très justement, mais le Covid a augmenté ce nombre. Ça, c'est du quanti. Et en Cali, le Covid a aussi augmenté les difficultés que traversent les aidants à aider leurs proches, notamment parce que pendant le Covid, il y a eu un vrai retard dans les diagnostics et les soins, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations encore plus difficiles à accompagner. D'accord. Ouais. C'est d'où un sujet d'extrême importance et on soulève à travers tout ça en filigrane tous les enjeux justement que l'entreprise et les ressources humaines peuvent rencontrer avec une masse salariale aidante. Hein. Émilie, je vous fais un tout petit teasing pour la suite. Un tout petit teasing pour la suite par rapport aux enjeux. On a pu penser que le télétravail était la solution miracle pour les aidants. Ce n'est pas le cas. Ah, bien au contraire, j'imagine. Hein, il y a du bon et du mauvais, on va dire. C'est ça. Tout à fait. Et donc, Caroline, si justement on peut souligner peut-être quelques enjeux vraiment pour l'entreprise qui se sont lus à travers, je pense, déjà tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Rapidement, lesquels peut-on mettre en avant? Je reviendrai juste un petit peu historiquement sur, on va dire, les actions, les missions, que font au quotidien, ce que font les aidants. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des actions, des actes en termes de care. Donc, ça va être de la prise de soins, de la disponibilité, de l'écoute, du soutien, etc. Et on sait que historiquement, ces actes-là, en tout cas au quotidien, étaient beaucoup, et le sont encore également aujourd'hui, effectués par des femmes qui
jusqu'à présent, voilà, maintenant ça change bien évidemment depuis plusieurs décennies, mais en tout cas, voilà, étaient assurés, pris en charge par des femmes qui n'avaient pas forcément d'activité professionnelle. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi du coup de plus en plus de femmes qui travaillent, donc du coup doivent conjuguer les deux, ça rend aussi cette problématique beaucoup plus visible, chose qui auparavant était un travail un peu plus invisibilisé. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir de ce côté-là, même s'il y a évidemment beaucoup aussi d'hommes aidants, notamment pour des compagnes en situation de handicap ou des enfants, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ce travail invisible auparavant, maintenant l'est un peu plus avec l'activité des femmes. Ce qu'il faut savoir aussi du coup au niveau des enjeux professionnels, au niveau de l'entreprise, j'ai trouvé un chiffre de l'OCIRP de 2016 qui indiquait qu'un aidant actif s'arrête chaque année 16 jours de plus qu'un collègue non aidant. Et en fait, cette conciliation, c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, entre la vie professionnelle et la vie privée, et on sait que l'un ne s'arrête pas quand l'autre commence et qu'il y a une porosité entre les deux de plus en plus, notamment aussi avec le télétravail, cette double vie, entre guillemets, crée de la fatigue, du stress, de la charge mentale, sans compter les impacts émotionnels, psychologiques, etc., qui peut créer des absences aussi, parfois pour s'absenter, et puis parce qu'on est fatigué, et évidemment, en conséquence ultime, une baisse de productivité au niveau du travail. Et moi, je trouve que cette question-là des aidants aujourd'hui, si on commence à se pencher en tout cas sur cette question-là, elle pose aussi des questions de manière un peu plus large sur la conciliation vie privée et professionnelle, qu'on peut retrouver aussi dans des problématiques liées à la parentalité ou le handicap au travail, etc. Donc, quand on va commencer à se poser des questions sur comment accompagner cette population-là au sein de nos entreprises, ça va poser la question de la conciliation de la vie privée et professionnelle, mais au sens plus large. Bien sûr. Merci Caroline. Et je vais rebondir. Ouais. Après, on mettra un petit coup d'accélérateur. Je rebondis vite. Juste un truc, les proportions qui sont communément données par rapport à hommes-femmes, c'est 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes sur les aidants. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est par rapport à la problématique en entreprise. Tout ce que tu as dit, Caroline, est exact. Et c'est vrai qu'il y a la conciliation vie professionnelle, vie privée. Ce qu'on dit peu pour les entreprises, mais qui doit maintenant sortir et qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on crée une culture d'entreprise qui est bienveillante par rapport aux aidants, on permet aux aidants de s'identifier. Et quand on permet aux aidants de s'identifier, on donne la possibilité de lutter contre 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que l'aidant, pour se reposer, pose un congé maladie ou des congés lui-même, ce qui va l'affaiblir encore plus, alors qu'on devrait développer, alors il y a le congé proche aidant, mais bon, il a le mérite d'exister, mais il mérite de se développer. Mais il faut lutter contre cette problématique des aidants qui sont obligés de poser des congés maladie pour se reposer ou de greffer leurs congés, mais c'est une bombe à retardement. Et si on arrive à faire ça, on va pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée de l'aidant et ça devient un fabuleux levier pour les RH. Je donne juste 2 exemples pour être court. Un, c'est l'engagement. Un aidant qui a été soutenu par son entreprise, c'est un aidant qui va être engagé à 2000% pour son entreprise. J'en suis un exemple vivant. Deuxièmement, les aidants, grâce à l'accompagnement de leurs proches, développent d'énormes compétences, des compétences qui sont cruciales dans nos organisations aujourd'hui. Nos organisations aujourd'hui ne cessent d'évoluer. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Quand on est aidant, on est confronté à cette complexité du changement permanente et on développe des aptitudes dans ce domaine, dans la résilience, dans l'organisation, dans la coordination, dans la prise de recul, des compétences énormes. Et donc, aider les aidants à être aidants et les aider à se reconnaître, ça permet à l'entreprise des vraies possibilités de développement de la performance. Et on voit trop souvent les problématiques des aidants et pas assez les forces des aidants. Donc, ça, voilà.
Merci de l'avoir bien souligné, Émilie, c'est essentiel. Et justement, vu que Merck est quand même très engagée dans cette thématique des aidants et depuis quand même quelques années maintenant, 2017, moi je sais que vous avez effectivement reçu le premier prix de l'entreprise aidant salarié, c'est ça, il me semble que c'est ça, vous êtes entreprise et lauréat. salariés. Entreprise et salariés. C'est comme ça que j'avais découvert justement l'engagement de Merck sur cette thématique-là. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu comment cette thématique a été mise sur le dessus de la table déjà, sur le dessus des sujets? Quel a été l'élément déclencheur? Et moi, ça nous permettra à tous de comprendre comment une entreprise peut s'engager sur cette thématique-là. Alors, bon, sur des sujets aussi sensibles que les aidants, c'est souvent une histoire d'homme. Donc, nous, ça a été une histoire d'homme. En 2017, il y a un homme qui s'appelle Scott Williams, qui était directeur aux États-Unis et qui, lui, avait été sauvé par son père. Il avait été très malade petit et son père avait refusé aux États-Unis que les médecins lui disent on peut rien faire, et il avait parcouru les États-Unis pour trouver des solutions pour lui. Et donc, ça lui a permis d'être sauvé. Et ensuite, il s'est retrouvé en situation d'aider son père et sa mère vieillissants. Et donc, il a compris l'importance de l'aidant. Il travaillait chez Merck, une entreprise de santé, et il a convaincu le top management de Merck que l'aidant était un pilier essentiel de la santé des patients. Et il a convaincu Merck de s'engager auprès des aidants. Pour s'engager auprès des aidants de manière efficace, on s'est dit dès le départ, et c'est ça qui fait la force de notre dispositif, on ne peut pas le faire pour eux, il faut que ça soit eux qui nous disent. Donc, Merck a signé une coalition avec 8 organisations internationales de soutien des aidants en 2017 et a créé le courant Embracing Carers. Donc, on soutient les aidants. Ce courant, cette plateforme, c'est des ressources, c'est-à-dire des études qui permettent de montrer des chiffres sur les aidants pour sensibiliser les entreprises, mais aussi les gouvernements aux difficultés rencontrées par les aidants, pour faire changer le regard, pour permettre à créer cette culture aidant bienveillant dont je parlais tout à l'heure. Donc, depuis 2017, Merck a fait 2 études, une en 2017 et une en 2021, pour donner des informations et promouvoir les choses. Et quand Merck s'est mis à faire ça avec la coalition des aidants, vous m'entendez? Oui, toujours. Oui. Quand Merck s'est mis à faire ça avec la coalition des aidants, ils se sont dit, et j'en viens à notre sujet, on ne peut pas faire ça pour les aidants à travers le monde et ne pas faire ça pour nos propres aidants. Caroline, tout à l'heure, a donné des proportions d'aidants en entreprise. Donc, nous, on est 66 000 collaborateurs à travers le monde. On avait forcément des aidants dans nos murs. Donc, en 2017, Merck a fait une étude auprès de 500 aidants dans le monde Merck, collaborateurs aidants dans le monde Merck, qui étaient identifiés en leur disant « On veut s'engager à vous soutenir davantage. De quoi avez-vous besoin ?» Donc, la même méthode, et c'est important, j'insiste sur cette méthode, c'est la même dans le handicap, on ne peut pas faire sans eux. Il faut faire avec eux parce que c'est eux qui savent. Donc là, c'est pareil, on a dit de quoi avez-vous besoin? Le questionnaire est revenu avec 3 besoins principaux. Le premier, c'était qu'il y ait une communauté d'aidants Merck, parce qu'il fallait pouvoir se faire écouter et soutenir par ses pairs. Le deuxième besoin, c'était plus de flexibilité entre le travail et le rôle d'aidant. Et le troisième besoin, c'était des mesures compensatoires pour des pertes de chance et des pertes de rémunération, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais ça, c'est un vrai enjeu pour les aidants. Quand on s'arrête trop, quand on est obligé de faire un part-time, temps partiel, ou quand on est obligé de refuser une promotion parce qu'on est aidant, eh bien, on a une perte de chance, on a une perte de rémunération. Sur ce troisième objectif, Merck n'a pas encore sorti de solution parce qu'on a une démarche très itérative, très pragmatique. On a déjà répondu aux 2 premiers besoins, qui est la communauté des aidants Merck qui a été créée en janvier 2018 et que je pilote depuis à travers le monde Merck et en France. Et deuxième objectif, on a mis en place du flexible working, donc c'est des règles qui permettent, en fonction des législations et des cultures des pays, parce que comme on implémente ça à l'échelle de la planète, il faut qu'on prenne en compte les législations différentes et les cultures différentes. Être un aidant en Inde, c'est pas du tout la même chose que d'être un aidant en France. Voilà, donc on a fait une sorte de guide, un cadre, un frame qui permet
au collaborateur aidant avec sa RH et avec son management de trouver la solution qui convient pour son flexible working et c'est adaptable dans le temps parce que le besoin d'un aidant aujourd'hui peut ne pas être du tout le même demain. Et c'est quoi le flexible working? C'est travailler à distance, donc les horaires de travail, les tâches, le fait de partager son poste avec quelqu'un d'autre pour avoir plus de flexibilité. Il y a plein de solutions. Elles ne sont pas obligatoires, elles sont à la carte et elles doivent être décidées entre le collaborateur, son manager et la RH. Ce que je comprends, et Émilie, c'est que vraiment, il y a eu ces enquêtes, on va partir du terrain pour pouvoir vraiment adapter toutes les démarches et après, on est vraiment dans de l'hyper-personnalisation finalement de l'entraide. Après, ça, c'est vraiment quelque chose qui est déployé sur un dispositif international. Vous avez vraiment des ressources chez Merck mais je me demande sur des entreprises à échelle un peu plus petite, françaises, etc., s'il y a des choses qui peuvent également être mises en place. Et du coup, je vais me tourner vers Caroline, qui a peut-être un œil un peu plus macro sur une multitude d'entreprises qu'elle accompagne en France sur ces sujets-là, et pour connaître peut-être les 3 pratiques les plus efficientes qu'on peut mettre dans l'entreprise pour soutenir les salariés aidants. Alors, j'ai réfléchi sur ce point-là et ce n'est pas forcément les 3 mesures les plus efficientes, mais en tout cas les plus simples à mon sens à mettre en œuvre et celles qui demandent pas forcément énormément de ressources financières, etc., mais qui peuvent être rapidement et facilement mise en place. Ça rejoint un peu ce que disait Émilie sur ce qui s'est fait chez Merck et du coup je n'étais pas au courant mais on retombe dessus. Je m'étais noté donc souplesse organisationnelle en termes d'horaire, en termes d'activité, en termes d'organisation de travail, etc. Parce qu'on sait que voilà, un aidant il peut être sollicité, contacté pour un rendez-vous médical au milieu de la journée ou pour un appel pour une intervention à domicile, etc., en cours de journée ou en début ou en fin, etc. Donc, voilà, une certaine souplesse organisationnelle. Par ailleurs, je sais que dans certaines entreprises actuellement, notamment dans le cadre de congés proches aidants, alors on sait que c'est indemnisé, mais ça reste encore un peu à la marge et ça reste limité sur l'intégralité de la carrière et le montant de l'indemnisation et la durée de l'indemnisation. Aujourd'hui, on est à 66 jours d'AJPP, AJPA pour des congés de proches aidants sur l'intégralité de la carrière, ce qui n'est pas énorme, mais il y a certaines entreprises qui, en plus de cette indemnisation, vont compléter et maintenir du salaire sur certaines de ces journées. Donc, ça peut permettre une certaine disponibilité pour les aidants. Autre chose, ça peut être de sensibiliser les managers pour l'accompagnement, parce que c'est vraiment eux qui vont être au quotidien avec les salariés aidants en proximité et voilà au quotidien. Ça peut être donc de sensibiliser les managers sur comment accompagner les collaborateurs aidants, favoriser, aider, entre autres le télétravail, même si c'est pas la panacée, comment organiser l'équipe, comment se coordonner ensemble, etc. Et puis ensuite, il y a aussi des solutions qui existent via notamment des intervenants externes. Ça va être notamment les cafés des aidants. Bon, ce que Émilie appelle, elle, communauté aidant, mais il y a des choses, des initiatives comme ça qui existent de café des aidants ou entre pairs PAIRS. On peut échanger sur ses difficultés, ses pratiques, ses conseils, son vécu, etc. Prendre du recul, pouvoir échanger, avoir un lieu pour déposer. Et puis, bon, après, ça, on en reparlera peut-être à la fin, mais il y a bien évidemment aussi tout ce qui va être prestations, notamment de services sociaux avec des permanences d'accompagnement pour l'accès aux droits pour les salariés, pour les écouter, les soutenir dans ces démarches-là. Ouais. Merci Caroline pour ces 3 actions qui sont pas non plus évidentes enfin, pour lister 3 actions, c'est peut-être pas évident. Du côté de Merck, donc on a parlé de flexibilité et pas mal d'actions qui sont faites. Est-ce qu'il y en a 3 qu'on pourrait lister des plus efficaces finalement qui sont mises en place? Oui. Alors,
Moi, je dirais la première qui est la plus efficace et qui peut être effectivement, Caroline, tu as raison, soit internalisée si on a le nombre de collaborateurs suffisant pour créer des communautés aidants en interne pour se soutenir entre pairs, mais ça peut très bien être externalisé sur les cafés des aidants qui sont mis en place par l'Association nationale de soutien des aidants. Il y a d'autres dispositifs aussi pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer. Il y a des plateformes d'échange d'aidants en ligne sécurisées et monitorées avec de l'accès à des ressources et notamment à la formation parce que on n'en a pas parlé encore, mais il y a une vraie problématique sur la santé des aidants et le fait que l'aidant ne prend pas soin de lui. Donc, il y a tout ça. Première action, les communautés de pairs, ça c'est sûr, moi je dirais, c'est ça qui fait la force du dispositif chez Merck et c'est ça qui est essentiel. On gagne un temps fou et en plus on peut avoir du soutien psychologique, mais quand on est soutenu par quelqu'un qui a traversé les mêmes choses que soi, ça n'a pas de prix. Deuxième chose, et ça c'est très important, c'est la sensibilisation et l'information parce qu'il faut faire évoluer les cultures de la société, mais des entreprises, pour qu'on comprenne les difficultés de l'aidant, que ça peut toucher tout le monde, que personne n'est à l'abri de devenir aidant une fois dans sa vie, et je pense qu'on sera tous aidants au moins une fois dans notre vie. Et surtout, ce dont je parlais tout à l'heure, les compétences des aidants. Et les leviers pour la RH, il ne faut pas que la RH voit l'aidant comme un problème. Elle peut voir l'aidant comme une vraie solution. Il y a un vrai travail là-dessus. Troisième solution clé, c'est l'adaptabilité. Alors là, on a parlé de l'adaptabilité dans le cadre de la flexibilité du travail, mais c'est une adaptabilité à tous les niveaux. Et si on arrive à changer la culture d'entreprise et qu'on voit les forces des aidants, on peut adapter la perception qu'on a du rôle de l'aidant dans l'entreprise parce qu'il peut apporter une vraie valeur ajoutée dans la performance de l'entreprise. Et concrètement, justement, est-ce que ces compétences comment justement sont-elles valorisées chez Merck? Est-ce qu'il y a comme un diagnostic de compétences? Comment réellement, concrètement, elles sont valorisées? Ça, c'est la prochaine étape, je pense, dans l'objectif qu'on n'a pas encore taclé, qui est les compensations. Alors, chez Merck, il y a une vraie volonté de diversité, égalité et inclusion. Il y a un courant très, très fort à ce sujet. Donc, il y a déjà une reconnaissance de l'aidant avec la communauté des aidants et avec le fait que l'aidant est un collaborateur qui est valorisé. Valorisé d'un point de vue image simplement. On peut faire son coming out aidant, on n'est pas du tout stigmatisé ou mis au placard par rapport à des carrières, par rapport à des niveaux de responsabilité. Donc, il y a ça. On n'a pas encore travaillé sur une valorisation des acquis ou une grille de compétences expérientielles parce que tout à l'heure, j'ai parlé de résilience, j'ai parlé de conduite du changement, j'ai parlé, ça c'est des termes qu'on utilise pour faire vite parce qu'on a 45 minutes pour échanger. En vérité, c'est des termes qui sont un peu galvaudés et que j'aime pas trop parce qu'en fait, chaque aidant développe des différentes compétences et ce qu'il faudrait faire et ce vers quoi on tend, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment au niveau du gouvernement, qui réfléchissent là-dessus, mais au niveau des associations d'aidants, je sais que la compagnie des aidants travaille là-dessus. C'est essayer d'avoir une grille qui permette de lister les savoirs expérientiels des aidants au vu des besoins de compétences dans l'entreprise et faire des croix. Et ainsi, on aura une vraie démarche, pas simplement « Ah, t'es aidant, tu dois être résilient », non. Mais plutôt, qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours d'aidant? Quelles ont été tes expériences? Tu as dû coordonner une équipe de 15 personnes autour de ton enfant paraplégique et multi-handicapé, donc tu dois avoir des compétences dans la coordination d'équipe, de management. Bien sûr. Et là, on trouve un match. Voilà, c'est ça, mais ça prend du temps. Oui, complètement. C'est un mapping des compétences. Ouais. Merci, Émilie. Justement, dans tout cet accompagnement des aidants pour que ce soit durable, et parce que justement, quand on parle d'aidants, on parle de durabilité. C'est des situations pérennes, comme vous l'avez bien expliqué au démarrage. Est-ce qu'il y a un petit peu justement des points de vigilance, des points d'attention auxquels
vraiment sur lesquels il faut faire très attention pour que ça soit des vrais accompagnements qui durent dans le temps. Caroline? Moi, je dirais, ça rejoint aussi un peu ce que disait Émilie, dans le sens, sensibiliser, déstigmatiser, voire même encourager à se déclarer en tant qu'aidant, et puis vraiment être très transparent et garder un contact aussi de proximité. Bon, là, ce sera plutôt les managers qui seront là-dessus, mais ça va être vraiment garder le dialogue, surveiller un peu comment va le salarié aidant, surveiller un peu ce qu'on appelle les signaux faibles, savoir si il commence à être un peu en difficulté, etc. Garder le contact, garder le dialogue, le soutenir, l'encourager, essayer de concilier charge de travail et l'organisation aussi au niveau de l'entreprise et de l'équipe avec les enjeux personnels de l'aidant, et puis essayer de d'adapter, trouver des solutions. Aussi, et parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tout faire reposer sur les managers qui ont déjà beaucoup de choses à gérer, de savoir identifier, d'orienter vers les bons interlocuteurs et les bons acteurs et les bons relais en interne ou en externe au sein de l'entreprise. Ça peut être psychologue du travail, ça peut être assistante sociale du travail, ça peut être parfois aussi le médecin du travail. Ne pas tout porter et encourager et soutenir le collaborateur à plusieurs, et puis pour qu'il soit aussi également informé sur ses droits et être soutenu sur le plan humain. Ouais, merci. Émilie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur les points de vigilance? Pour rebondir, moi, je pense qu'il y a effectivement ça. Et puis, nous, on a essayé chez Merck, au début, on a voulu partir dès 2018 en disant, on va faire one fit all, une solution qui répondrait à tout le monde. On va donner une semaine de congé supplémentaire à tous les aidants chez Merck. Ça, c'est la fausse bonne idée. Et comme le télétravail, c'est la panacée, non, ça, c'est la fausse bonne idée. Donc, il faut en fait avoir une vraie démarche personnalisée. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de créer une solution pour les aidants, on a adapté les systèmes qui existaient pour tous les collaborateurs, qui étaient déjà gravés dans le marbre. Ça évite l'effet de mode. Maintenant, on parle des aidants, donc on crée un truc pour les aidants, et puis demain, on ne parle plus des aidants, donc ça disparaît. Non, on a revu les processus existants de l'entreprise d'accompagnement des collaborateurs, et on a créé des sous-divisions spécifiques pour les aidants. Mais on s'est inscrit dans le marbre de ce qui existait déjà pour que ça soit périn. Et après, ce que je dirais aussi qui est très important pour que ça soit périn, c'est qu'il faut créer avec les collaborateurs aidants et maintenir le dialogue. Donc nous, on est 1 à 2 fois par an en discussion avec l'organisation de Merck dans le monde, la communauté des aidants, pour faire remonter notre vécu et avoir des discussions avec eux sur est-ce que les solutions qui ont été mises en place sont toujours adaptées? Si oui, super. Sinon, qu'est-ce qu'on fait pour les faire évoluer? Ouais, on réévalue justement et on se réadapte. Donc, moi, ce que j'entends derrière ça, c'est une vraie culture même d'entreprise. Hein. C'est dans l'ADN. On voit que la démarche Merck, elle est née finalement, comme on disait, d'un homme, d'une expérience humaine portée finalement par une personne de la direction. Et toutes les entreprises n'ont pas... alors là, c'est avec des gros guillemets, la chance d'avoir une personne qui a vécu ça dans la direction et de faire ruisseler un petit peu cette culture-là. Caroline, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont aussi créées par les collaborateurs eux-mêmes dans certaines situations, peut-être? Parce que j'imagine que dans certaines entreprises, et j'ai déjà entendu que l'élément déclencheur pour lancer une démarche d'accompagnement des aidants vient finalement de cas dans l'équipe et on essaye de s'adapter un petit peu et de trouver des solutions. Alors, ça va pas... Enfin, de l'expérience que j'en ai, c'est vrai que c'est principalement impulsé et créé, principalement par les ressources humaines, les responsables RSE, responsables mission handicap, en tout cas au niveau, pas de la direction, mais intermédiaire. Par contre, ce que j'ai pu aussi observer, c'est que ça va pas être forcément une situation individuelle qui va générer toute une prise de conscience au sein de l'entreprise, mais là, ce qu'on voit très clairement, et moi c'est le cas sur quelques-unes sur lesquelles j'interviens, c'est qu'il y a de plus en plus d'aidants au sein
de l'entreprise. Il y a aussi de plus en plus de politiques au niveau national à destination des aidants, et puis d'initiatives d'action aussi de la part des mutuelles et des prévoyances. Et donc là, ça y est, les entreprises commencent à mettre en place des accords en interne sur ces questions-là pour commencer à se pencher un peu plus sur la question, mais parce que je pense de fait qu'ils ont de plus en plus de collaborateurs concernés. Oui, et que ça devient un vrai sujet, même sociétal, au-delà du travail. Hein. Je vois qu'il nous reste 5 minutes avant de passer à la partie des questions-réponses avec nos participants qui ont été forts en question. Donc, on va en avoir. On va bien se garder ces 15 minutes. Alors, une dernière petite question pour toutes les deux. Si on devrait avoir un ingrédient secret pour garantir un dispositif soutenant et durable pour les aidants salariés, lequel ce serait? Vu que vous êtes des magiciennes des salariés aidants, quel est votre petit ingrédient secret qu'on garde? Émilie, Caroline, à vous de vous lancer. Moi, ça va être assez rapide, mais Émilie en parlait tout à l'heure, notamment à Merck. Mais ça vaut pour tout un tas de mise en place de politiques ou de dispositifs. Ça va être de faire un bon diagnostic dès le départ. Est-ce que j'ai une partie importante de mes effectifs qui est concernée? Combien de salariés, enfin si possible, hein, de manière anonyme, etc. Quelles sont leurs problématiques principales? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs demandes? Enfin voilà, essayer de faire un diagnostic le plus précis possible, le plus affiné possible, pour ensuite réfléchir aux solutions. Et c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, de plaquer un dispositif, une solution, en se disant c'est super, ça va être la solution pour tout le monde. On sait que ça ne va pas forcément convenir et marcher et fonctionner. Donc, c'est vraiment partir des besoins, du terrain, des demandes, et ensuite adapter et voir quelles sont les choses à mettre en place. Émilie? Je compléterai simplement ce que dit Caroline, parce que je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. Je dirais qu'en plus de ça, il faut que ça soit fait avec les aidants, avec les collaborateurs aidants. Oui. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont des moyens, qui ont investi énormément sur des care managers, sur des solutions qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent et qui sont sous-utilisées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit avec les aidants. Il faut que ça soit construit avec les aidants. Il faut qu'il y ait une communauté d'aidants qui incarne le dispositif et qui le porte et qui le vive pour la crédibilité, pour la confiance et pour la pertinence du dispositif. Et c'est pour ça qu'on a eu le premier prix aidant. C'est ça qui a été reconnu chez Merck devant d'autres entreprises qui avaient mis beaucoup plus de moyens, qui étaient sans doute peut-être même plus engagées de leur point de vue, mais comme elles n'avaient pas fait avec les aidants, eh bien, elles se retrouvaient avec des solutions qui n'étaient pas utilisées et sous-utilisées. C'est très dommage. Et c'est vraiment la particularité de Merck, c'est d'avoir fait en interne, finalement, et que les démarches viennent de l'intérieur, tout en travaillant avec un écosystème de partenaires vraiment identifiés qui sont vraiment spécialisés sur cette thématique-là. Merci pour ces 2 ingrédients secrets qui, je suis sûre, permettent d'être vraiment engagés dans cette démarche de soutien aux aidants. On va passer, donc je vous remercie. On va passer aux questions-réponses des participants. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc, on va prendre un petit 15 minutes pour pouvoir répondre à tout le monde. Alexandre, merci de nous avoir fait remonter les questions. Les participants, merci d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à en reposer encore, on est là pour ça. Donc, tac, 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 je regarde un peu les questions. Stéphanie Lombard nous demande se déclarer aidant lors des entretiens d'embauche. Comment amener cette réalité sans effrayer? Oui, Émilie. Moi, je dirais, c'est pas nécessaire, mais si on veut le faire, je pense qu'il faut l'amener sur la sincérité de ce que ça veut dire en termes de valeur pour soi. Et du coup, il faut promouvoir cette valeur comme étant une valeur essentielle qui va pouvoir contribuer à l'entreprise. Ça peut être le courage, ça peut être le fait d'être un team player, ça peut être la responsabilité,
Ça peut être, il y a des valeurs derrière l'acte de soutenir un proche. Donc, moi, je ne le dirais pas forcément en entretien parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du privé. Mais si on doit le dire, je le présenterai par rapport aux valeurs que ça sous-tend et le fait d'être en capacité de mettre cette valeur au service de l'entreprise. Ouais, super. Merci, Émilie. On passe rapidement aux autres questions. J'espère que Stéphanie en a répondu. Oui, je vois des petits pouces en l'air. On a 2 questions de Claire et Stéphanie, justement, sur le congé aidant. On en a parlé un petit peu, on l'a passé rapidement. Donc, nous expliquer ce que c'est, auprès de quel organisme on peut justement voir ce congé proche aidant. Caroline, peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus? Donc, il y a le congé proche aidant qui existait depuis plusieurs années. En gros, c'est un équivalent, on va dire, de congé sans solde qui est demandé par le collaborateur auprès de son entreprise. Dans certains cas de figure, notamment, en général, il est plutôt mobilisé pour des parents âgés ou un conjoint, voilà, pour les enfants pour lesquels on aide ou qui ont un handicap. Là, on va être plutôt sur du congé de présence parentale, qui est un autre dispositif. Mais en tout cas, sur le congé proche aidant, on peut se dégager sur l'intégralité de sa carrière, environ de manière fractionnée, ponctuelle ou en temps partiel. Enfin, il y a différentes modalités, jusqu'à 1 an sur l'intégralité de sa carrière. Ensuite, vont se rajouter des indemnisations. Maintenant, la CAF indemnise via l'AJPA à hauteur du SMIC, si je ne dis pas de bêtises. C'est 66 jours sur l'intégralité de la carrière et ensuite, il peut y avoir du maintien de salaire selon les accords au sein des entreprises. Mais ça reste, c'est du ponctuel. Alors, moi, je le conseille en général soit dans une situation un peu transitionnelle, c'est-à-dire on a un parent qui est de plus en plus dépendant et où là, il faut mettre des choses en place et ça va prendre du temps, le temps que tout se mette en place ou voir l'entrée en institution. Donc, sur cette période-là, ça peut être intéressant ou sinon apprendre de manière plus ponctuelle parce qu'on doit s'absenter pour un rendez-vous, pour quelque chose, pour accompagner la personne aidée, etc. Mais ça reste une solution assez ponctuelle. D'accord. Après, si je peux compléter juste, oui, bien sûr. Alors, ça, c'est pas du tout, je suis pas pour encourager ça, mais ça existe et nous, on le fait pour des situations dramatiques de personnes, de conjoints ou d'enfants atteints d'une maladie fatale, comme le cancer, sur une période très courte. Il y a des entreprises, dont Merck, qui donnent la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de donner des jours de congé à la personne concernée pour qu'elle puisse accompagner son proche dans cette période critique qu'on espère la plus longue possible, mais qui souvent est courte, malheureusement. Donc, il y a la possibilité, avec la RH, d'activer ce dispositif de don de jours de congé qui permet aux collègues de soutenir la personne. Et souvent, quand c'est activé, quand l'entreprise le peut, elle abonde. C'est-à-dire que s'il y a 4 collaborateurs qui donnent un jour de congé, l'entreprise, elle va doubler la mise. Ça s'est vu. D'accord, là on est vraiment dans de la solidarité, dans du... Alors, beaucoup d'entreprises le font et notamment, voilà, quand on a connaissance d'une situation, parfois ça passe aussi par le service social qui peut signaler ce type de situation avec l'accord de la personne. Mais en gros, on va lancer une campagne d'appel aux dons. En général, c'est plutôt de manière anonyme, mais parfois, les gens peuvent donner leur nom. Et ensuite, voilà, les collaborateurs peuvent donner des RTT, des congés payés pour cette personne-là. Merci de nous avoir parlé de ça. On revient sur une question sur le télétravail. On parlait de ça tout à l'heure et d'ailleurs, Émilie disait, bon, il y a ses avantages, mais ces inconvénients-là. On nous demande justement de préciser un petit peu toutes les observations. Alors, je commence et puis Caroline, si tu veux compléter. Alors, gros avantage du télétravail, c'est la flexibilité, d'être chez soi, de pouvoir garder et d'être au plus près de son proche qui a besoin d'aide. C'est aussi la possibilité, ça s'est beaucoup vu chez Merck pendant le Covid, d'être en remote working, c'est-à-dire qu'on a un proche âgé, par exemple, pendant le Covid, qui est à Dunkerque et on habite à Lyon.
on a pu permettre à certains collaborateurs d'aller à Dunkerque pour être près de leurs proches et pouvoir sortir faire les courses parce que la personne âgée ne pouvait pas sortir et pas prendre le risque d'être contaminée. Et donc, travailler pendant 6 mois de Dunkerque au lieu de travailler à Lyon. Donc, ça, c'est des avantages et c'est des bénéfices énormes. Par contre, il y a un vrai problème sur la taille de l'habitat au domicile et parfois il y a des pathologies comme par exemple les enfants autistes ou qui font que en fonction de la promiscuité de l'endroit où on vit et où on doit travailler, il y a des situations qui sont incompatibles avec le télétravail, premier écueil. Oui. Deuxième écueil, l'aidant souffre déjà par nature, de par ses responsabilités et le temps alloué à l'aide, d'isolement social. Donc, quand on est en télétravail, on accentue un phénomène qui est très compliqué pour l'aidant, qui est l'isolement social, puisqu'on le coupe de la sociabilisation qu'il a en entreprise. Voilà. L'aidant, pour pouvoir aider, pour pouvoir donner, a besoin de se nourrir. Et l'aidant se nourrit dans son rôle social, dans son activité et du fait de ne pas avoir en permanence son chapeau d'aidant. Quand il va en entreprise, il enlève son costume d'aidant et il devient celui qu'il est censé être en dehors de… Et cette alternance est très, très importante pour l'aidant d'un point de vue identitaire. Et donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le tout télétravail parce que ça a des côtés très positifs, mais ça peut avoir des côtés aussi très négatifs. Voilà. Merci, Émilie. Caroline, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Oui, je compléterai juste dans le sens où, oui, le télétravail a permis une certaine souplesse et c'est très bien. Et pour tout un tas d'autres sujets également. Toutefois, elle n'est pas la panacée dans le sens où, en tout cas, moi, ce que j'observe dans les aidants que je peux accompagner, c'est qu'ils vont avoir tendance, mais c'est normal, et enfin voilà, pour tout un tas de raisons, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils vont porter et être référents uniques de beaucoup de choses. Donc en fait, ce télétravail va aider en termes de souplesse organisationnelle pour se libérer un peu plus tôt, être à côté pour faire le repas, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même beaucoup de choses à gérer et il y a toujours cette question aussi du répit des aidants qu'on n'a pas pu aborder ici. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'accompagner les collaborateurs quand je peux à mettre en place, si possible, des relais ou d'autres intervenants, d'autres interlocuteurs pour les aider, les soutenir, les épauler pour qu'ils n'aient pas non plus tout à porter. Et même s'ils sont un peu plus dispo, mais en tout cas, les soutenir, avoir un relais. Et puis, si possible, ça c'est encore mieux, d'avoir des relais ponctuels, soit pendant les vacances ou pendant les week-ends, etc. Mais en tout cas, voilà, de trouver des solutions aussi pour que l'aidant ne soit pas tout seul à tout porter. Merci. Je vois une question de Virginie qui nous demande si la semaine de 4 jours, 35 heures en 4 jours ne serait-elle pas une bonne solution ? Ça rappelle un petit peu la solution de donner une semaine à tout le monde à tous les aidants. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus ? Ça peut, ça peut ne pas être, ça dépend, c'est tellement variable. Encore une fois, ça fait 3 jours de plus pour être corvéable à merci dans son rôle d'aidant. Donc, on peut dire oui, ça fait un jour de plus pour s'occuper de soi. Ça dépend de comment il va être utilisé, ce jour de plus. Ça dépend de si ça coupe aussi l'accès à certains jobs, parce que l'aidant qui est sur 4 jours, il y a un job, il doit être absolument être sur 5 jours de présence parce que c'est du management d'équipe, il faut être présent, tout ça. Voilà, ça peut créer des inégalités. Donc, oui et non. C'est ça. C'est pour ça que il faut rentrer par le besoin, comme le disait Caroline, l'analyse du besoin de l'entreprise dans sa globalité, mais de chaque cas individuellement. Quel est le besoin et du coup, quelle est la solution pendant la période où le besoin reste le même, parce que le besoin peut évoluer, donc ensuite, on change. Donc, toute solution figée, pré-packagée, et tiens, t'es aidant, prends ça. On retient vraiment l'hyper-personnalisation sur toute cette thématique-là. Ouais. Non, mais oui, ce que disait Émilie, il peut y avoir, par exemple, une période de 6 mois où l'aidant va être très, très sollicité, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en œuvre parce que l'état de santé de la personne aidée se dégrade très rapidement ou vient d'être diagnostiqué. Enfin, voilà. Et puis, paradoxalement, d'autant
où ça va être plus calme, etc. Donc, le fait, oui, d'avoir la semaine de 4 jours, peut-être que ça peut correspondre à des personnes. J'avais aussi également lu des études, pas pour les aidants, mais enfin voilà, il y a des personnes qui demandent plébiscite la semaine de 4 jours, d'autres, mais ça fait quand même des grosses journées, et d'autres qui préfèrent une semaine de 15 jours un peu plus étalée. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend des gens. Et puis, pour revenir à ce que disait Émilie, voilà, encore la question du comment va être investie cette journée en plus. Est-ce que ça va vraiment pour prendre du temps pour soi ou pas? Et souvent, cette question, notamment pour les congés proches aidants, j'essaye aussi de la soulever avec les aidants que j'accompagne, quand je leur dis, voilà, ce dispositif existe, il est ponctuel, etc. Mais vous pouvez aussi le mobiliser si vous avez besoin d'un petit peu de répit pour vous. Voilà, n'investissez pas non plus trop ce temps-là pour l'aider. Voilà. Merci. Il y a des questions vraiment un peu plus pratico-pratiques pour Émilie du côté de Merck. Alors, on nous demande quelle est la plateforme que vous utilisez pour cette plateforme-là où on a du contenu pour les aidants, etc. Est-ce que c'est une plateforme interne? Est-ce que ça a été développé pour Merck en interne? Alors, c'est une plateforme qui a été soutenue dans sa conception et son financement par Merck, mais qui est une plateforme internationale qui s'appelle Embracing Carers, qui est internationale, donc en anglais. Il y a dans l'onglet ressources, il y a des ressources en français. Si vous tapez Embracing Carers, je peux le mettre dans le chat, le lien. Bien sûr. Vous pourrez regarder. Et sinon, c'est pas véritablement la plateforme des collaborateurs aidants Merck. La plateforme des collaborateurs aidants Merck, c'est pas une plateforme digitale, c'est une plateforme humaine. C'est l'Employee Resource Group. On a un email qu'on envoie qui tombe sur une boîte partagée et les acteurs de la communauté s'aident entre eux. Alors, au départ, en 2018, c'était juste à l'international, une structure globale. On a travaillé, donc que je pilotais, on a travaillé à mettre en place des outils de sensibilisation, notamment on a co-construit un module e-learning qui est obligatoire pour tous les collaborateurs de Merck dans le monde depuis octobre 2021. Il est qu'en anglais, mais il va sortir dans les 7 langues standards Merck là d'ici l'été. Et déjà qu'en anglais, il a été suivi par plus de 20 000 collaborateurs. Ça a permis de faire bouger les lignes, de faire changer la culture, ce module. Et du coup, il fait partie du onboarding package. Donc, tous les nouveaux collaborateurs qui rentrent chez Merck le font en formation initiale. Grâce à ça, on est passé d'une communauté d'aidants d'une 50aine de personnes à plus de 200 et on a développé des branches locales et régionales pour faire un soutien dans la langue maternelle et par rapport à la culture et à la législation du pays, parce que c'est des facteurs, on ne peut pas s'aider les uns les autres quand on a des différences qui sont aussi énormes que l'Inde et la France. Et du coup, on a 8 branches maintenant locales et régionales. Donc, ces branches, en fait, on a un lead par branche. Donc, c'est pour ça que moi, je suis le lead Monde et France. Et ces branches, elles font un call par mois en visio et on a un groupe WhatsApp parce que quand on est aidant, on peut souvent ne pas attendre le mois d'après pour poser une question. Donc, on a un groupe WhatsApp qui nous permet d'être en interaction permanente pour des coups de gueule, des conseils, voilà. Ouais, merci pour ces outils très pratico-pratiques finalement et on revient aussi à cette diversité de canaux de communication et des canaux très simples et efficaces à utiliser. On arrive au bout de ce webinaire. Je vois qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. J'ai essayé d'en passer le plus possible. Mais ce que vous pouvez faire, chers participants, c'est retrouver Caroline, Émilie ou moi-même sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à… Merci Émilie pour le lien que tu as posté sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous retrouver sur LinkedIn. Nos profils sont facilement… trouvable en tapant nos noms et nos prénoms. Il y aura également le guide, Sonia. Oui, effectivement. Tu fais bien. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir avoir le replay. Donc, si vous avez besoin de revoir des choses, vous allez avoir accès au replay immédiatement. Et en plus de ça, on vous enverra à chacun un guide sur les aidants que Caroline, donc Nivalis, nous a préparé, où vous aurez encore des informations dedans. Donc, on vous enverra par mail tout ça. On vous remercie à
tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Il faut savoir que l'annuaire QVT propose des webinaires au moins tous les mois, et le prochain, on part sur un tout autre sujet. On va démonter tous les clichés de la QVT. Et ça va secouer un petit peu, et on va un petit peu remettre l'église au milieu du village. Et donc, je serai accompagnée de Julie Artis et Vincent Beau. Vous les connaissez peut-être grâce à LinkedIn, ils sont assez présents, et Vincent Beau a écrit un livre sur la QVT, en finir avec ses conneries. Donc ça va secouer un petit peu la prochaine fois. Je vous remercie à tous. On peut se retrouver donc sur LinkedIn, continuer les échanges. C'était un immense plaisir, Émilie, Caroline, de vous avoir aujourd'hui. Merci pour ce riche webinaire. Vraiment magnifique. Merci à Alexandre, l'homme de l'ombre, qui a modéré ce chat, et merci à tous les participants d'avoir été là aujourd'hui. Merci et bonne journée, bonne fin de semaine, bon week-end, profitez-en bien. Merci à vous, au revoir. Au revoir, merci.